Bonjour. Alors, grâce à toutes les connaissances acquises jusqu'à présent dans le domaine du magnétisme, on va enfin pouvoir ici aborder la question de savoir ce qu'est un aimant. C'est vrai en fait, qu'est-ce que c'est qu'un aimant? Qu'est-ce que c'est que ce caillou ou ce morceau de métal qui génère dans son environnement un champ magnétique? Il faut reconnaître que c'est bien mystérieux et je suis sûr que ça fait très longtemps que tu te poses cette question. Alors voilà, tu l'as compris, je vais donc répondre à cette question dans cette séquence. Je vais y répondre de manière limitée, bien sûr. Je ne pourrai pas ici te présenter la théorie complète de l'origine du magnétisme dans la matière. C'est de la physique microscopique beaucoup trop complexe. Je vais y répondre de façon limitée en me limitant au concept apporté par Ampère au début du 19e siècle. Donc voilà, c'est pourquoi je dis ici que je vais répondre à la question « Qu'est-ce qu'un aimant selon Ampère ?» Et donc voilà, ce sera l'occasion d'apprécier à nouveau le génie d'Ampère, un génie qui était marqué par une énorme liberté d'esprit, une liberté d'esprit qui lui a permis de s'inscrire en totale opposition avec la pensée dominante de son époque. C'est ça qui fait tout le génie d'Ampère, c'est d'avoir été capable de proposer quelque chose de tout à fait différent. Alors voilà, selon la pensée dominante, un aimant était constitué de charges magnétiques, symbolisées ici par la loi du champ magnétique, donc de Coulomb. Coulomb propose que le champ magnétique soit dû à des charges magnétiques, avec ici une loi qui est tout à fait identique à celle du champ électrique. Donc comme le champ électrique, le champ magnétique est dû à des charges magnétiques qui génèrent des champs radio, comme ça on a un champ radial ici sortant d'une charge positive, et pour une charge négative on a un champ radial qui est rentrant. Et comme en électricité, si on combine deux charges de signes opposés, on va créer un champ qu'on appelle un champ dipolaire caractérisé par le fait que les lignes de champ sortent toutes de la charge positive pour se retrouver regroupées ici au niveau de la charge négative. Et ça, c'est précisément ce qu'on observait. On observait comme ça un champ dipolaire dans l'environnement d'un aimant. Et donc, il était naturel de considérer que ce champ était dû à la présence d'une charge positive combinée à une charge magnétique négative. Voilà, ça c'était l'explication de l'époque. Et bien sûr, le champ magnétique était supposé n'agir que sur des charges magnétiques. D'ailleurs, à l'époque, on n'appelait pas ça le champ magnétique. On ne parlait pas de champ magnétique à l'époque d'Ampère. On parlait juste ici de lignes de force magnétique qui indiquaient la direction dans laquelle un monopôle magnétique positif subissait une force en raison de ce dipôle magnétique. Voilà. Alors, la seule difficulté de cette vision du magnétisme, c'est le fait qu'on n'arrivait pas à observer un monopôle magnétique isolé. Ils apparaissaient toujours par paire de dipôles. Donc, on avait ici toujours une charge positive, une charge négative. C'est pourquoi on utilisait une aiguille de boussole en pensant que cette aiguille de boussole était constituée d'un pôle nord et d'un pôle sud, une charge positive et une charge négative. Voilà. À part cette difficulté, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce qu'Ampère arrive avec une nouvelle hypothèse. Selon Ampère, le champ magnétique n'est pas dû à des charges magnétiques, il est dû au courant électrique. Et ça, bien sûr, c'était en opposition avec la pensée dominante de l'époque. Le monde scientifique a eu beaucoup de mal à admettre cette proposition d'Ampère. Le monde scientifique est ici symbolisé par Jean-Baptiste Biot qui, sur cette photographie, a un regard particulièrement défiant, qui est tout à fait adapté ici, puisque c'est exactement cette position défiante qu'avait le monde scientifique envers Ampère. Et cette défiance était tout à fait logique quelque part, puisque d'après Ampère, c'est le courant qui génère le champ magnétique, mais comment est-ce possible alors qu'un simple aimant génère du champ magnétique? Pour avoir un courant, il faut une source de courant. Il n'y a pas de source de courant ici. Dans l'expérience d'Ørsted qui est symbolisée par le schéma qui est ici, le courant, il a besoin d'une source, une pile de volta en l'occurrence, qu'on ne voit pas ici. Donc, la défiance
de Jean-Baptiste Biot ici, représentant la défiance du monde scientifique, est tout à fait approprié. Comment concilier les deux? Le champ magnétique serait dû au courant, mais alors comment l'expliquer ici comme provenant d'un aimant? Comment est-ce qu'un champ magnétique peut provenir d'un aimant qui, a priori, ne véhicule pas de courant? Ben voilà, Ampère ne s'est pas du tout senti déstabilisé par cette question. Il a tout de suite fait une proposition qu'on voit résumée ici dans l'extrait de ses notes, dans lesquelles il explique ce qu'est un courant. Un courant, c'est tout simplement un mouvement de ce qu'on appelait des molécules à l'époque. C'est le courant moléculaire. Les molécules, les petites particules d'électricité se déplacent dans le conducteur. Et pour Ampère, c'est la même chose dans un aimant. Un aimant véhicule un courant. On le voit avec les petites flèches ici qui, cette fois-ci, ne sont pas longitudinales, mais sont transverses. Ampère propose qu'un aimant véhicule un courant. C'est quelque chose d'assez étonnant, il faut le reconnaître. Ici, on voit l'interprétation de Biot, c'est-à-dire du monde scientifique de l'époque. Un aimant était constitué de dipôles. Les petites flèches ici représentent des dipôles magnétiques et non plus un courant. Ces dipôles magnétiques qui ont été proposés depuis le XIIIe siècle par Pierre de Maricourt. On a ici tous ces dipôles qui ont la même orientation, comme c'est représenté ici par le schéma d'Ampère. Et puisqu'ils ont toutes la même orientation, on voit une accumulation de pôles positifs ici, de charges positives, de charges négatives ici, qui sont responsables de ce champ dipolaire observé dans l'environnement d'un aimant. Voilà, c'est donc cette hypothèse des dipôles qui prédominait à l'époque, au point que Biot a proposé que ces dipôles, on les retrouve dans le fil électrique qui est ici, qui véhicule le courant. Pour Biot, le courant n'intervient ici que comme intermédiaire. Il représente le choc électrique qui provoquait l'apparition des dipôles magnétiques. Ici, il y avait une polarisation de la matière. Donc voilà, on a toutes ces charges magnétiques qui apparaissent qui expliquent le champ magnétique qui est là. Mais ça, pour Ampère, ça ne tenait pas. On en a déjà discuté dans les séquences précédentes. On sait bien qu'Ampère n'a pas admis ça. Et il avait toutes les raisons de le faire. Et donc pour lui, c'est bien le courant qui était à l'origine du champ magnétique et pas les charges magnétiques. Et donc voilà, il propose tout simplement que le courant soit à l'origine du champ magnétique. On a un courant dans un aimant qui est responsable du champ magnétique observé dans l'environnement de cet aimant. Et en faisant ça, bien sûr, il a balayé d'un revers de la main la notion de monopôle magnétique. Selon lui, ce n'est pas la loi de Coulomb qui traduit l'origine physique du champ magnétique. L'origine physique du champ magnétique, selon Ampère, ce n'est pas la charge magnétique, c'est le courant. C'est la loi de Biot et Savart qui traduit l'origine physique du champ magnétique. C'est le courant qui génère le champ magnétique. Et donc il laisse tomber la notion de charge magnétique. C'est particulièrement audacieux, tu le reconnaîtras. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit d'Ampère? Pourquoi est-ce que Ampère a formulé cette hypothèse? Pourquoi est-ce qu'il est arrivé à dire que dans un aimant, il y a des courants, alors que rien n'indiquait ça? C'est tout à fait étonnant. Donc voilà, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette séquence. On va donc parcourir un petit morceau du cheminement intellectuel d'Ampère, et tu vas voir que c'est de nouveau un cheminement tout à fait élégant par sa simplicité et sa logique. J'espère que tu arriveras à apprécier ça comme moi. Donc voilà, la simplicité, elle provient tout simplement du fait que l'hypothèse des courants de surface qu'il a formulée vient tout simplement de l'observation expérimentale qu'il avait faite sur les interactions entre courants. Ampère avait fait cette expérience, c'était clair pour lui. Deux courants opposés se repoussent, deux courants de même sens s'attirent. Et c'est ça qui l'a amené à dire qu'un aimant est un objet qui véhicule un courant. Alors voilà le courant proposé par Ampère, c'est en fait un courant de surface. Ampère propose qu'un aimant véhicule un courant en surface, c'est ce qu'on va appeler une nappe de courant. Donc il imagine ici des charges qui créent un courant qui va faire le tour de la structure. Ici, donc, on ne voit pas la face cachée. Ici, le courant la descend et puis il revient ici à l'horizontale pour former des boucles. C'est une nappe de courant en boucle. C'est ça, un aimant pour Ampère. C'est un objet qui présente
cette caractéristique. Alors pourquoi est-ce qu'il propose ça? Eh bien parce que selon lui, ce sont les courants qui sont responsables du champ magnétique, comme le suggère la loi, la formule ici de Biot et Savart. Le courant est responsable du champ magnétique. Et le champ magnétique, on va le trouver avec la règle de la main droite. On va mettre le pouce dans le sens du courant pour voir dans quel sens tourne le champ magnétique. Mais pour ça, je vais prendre, plutôt que de prendre un grand aimant comme ça, je vais prendre une petite tranche de cet aimant. Comme ça, les choses seront plus claires, pour commencer en tout cas. Voilà, alors un aimant comme ça existe, hein, tu en trouves dans le commerce très facilement. Voilà un aimant plat au néodyme. Eh bien, selon Ampère, cet aimant possède un courant de surface sur la surface qui est ici, sur la surface qui est là, la surface qui est là, et puis la surface du bas. On a une nappe de courant en boucle, comme ceci. C'est ce qui est représenté par les petites flèches ici. Voilà, et ça me permet d'appliquer la loi de la main droite. Hein, je mets le pouce dans le sens du courant, je vois dans quel sens tourne le champ magnétique, hein, comme ceci. Voilà, je fais la même chose ici au-dessus, je vois que le pouce rentre dans le plan de ton écran ici, je fais tourner mes doigts et je vois dans quel sens sera le champ magnétique. Voilà, je peux forcément faire la même chose ici pour ce grand aimant. La seule différence, c'est que le courant est large, et donc tu peux imaginer que les lignes de champ vont être beaucoup plus larges comme ceci. Mais voilà, hein, elles obéissent toujours à la règle de la main droite. Hein, voilà, le courant qui rentre dans le plan de ton écran, j'ai bien une circulation comme ceci. Et maintenant, ce que je te propose de faire, c'est faire une coupe. On va couper cet aimant ici, et on va regarder ce qui se passe du haut. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un courant qui vient vers toi ici, et un courant qui s'éloigne de toi, hein, si tu te mets ici au-dessus. Voilà. Et puis tu vas avoir des lignes de champ comme ceci. Hein, voilà exactement ce que tu vas voir. Alors je te propose de regarder ces lignes de champ avec un petit peu de recul et d'esprit critique. Hein, qu'est-ce que tu vois? Voilà, on voit des lignes de champ ici, mais si tu regardes ce qui se passe dans cette région-ci, on voit qu'à l'extrémité de l'aimant ici, ressortent ici des lignes de champ de cette même région. Exactement comme si j'avais un pôle nord ici. Toutes ces lignes de champ se retrouvent regroupées ici, au niveau de l'autre extrémité de l'aimant, exactement comme si j'avais un pôle sud ici. Une charge négative et une charge positive. C'est un dipôle. Et donc on voit comme ça que Ampère a réussi à expliquer pourquoi, sur base donc d'un simple courant de surface, pourquoi on observe un champ de forme dipolaire dans l'environnement d'un aimant. Voilà, l'explication du monde scientifique du 19e siècle reposait donc sur l'existence des charges magnétiques qui permettaient d'expliquer ce champ dipolaire à l'extérieur de l'aimant. Et si je mets cette image-là, c'est pour te montrer malgré tout une différence importante entre les deux propositions, celle d'Ampère et celle de Pierre de Maricourt, hein, celle du XIIIe siècle ici, des pôles magnétiques. C'est que les lignes de champ vont toujours du plus vers le moins, et ceci autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ici, les lignes de champ vont toujours du plus vers le moins. Or, on voit ici que chez Ampère, les lignes de champ, elles sont fermées, ce sont des boucles fermées, et on voit qu'elles vont donc ici de la zone qu'on attribue au pôle sud vers la zone attribuée au pôle nord. Elles vont du sud au nord. Alors si les scientifiques de l'époque étaient capables de mesurer le champ magnétique à l'intérieur, ils auraient vu que c'est Ampère qui avait raison, en fait. Ici, le champ magnétique irait de la gauche vers la droite, alors qu'en réalité, il va de la droite vers la gauche. Mais voilà, ça, on ne pouvait pas s'en rendre compte à l'époque, parce qu'on n'arrivait pas, bien sûr, à voir ce qui se passait à l'intérieur de l'aimant lui-même. Mais voilà, donc, tout ce qui compte ici, c'est que Ampère a été capable d'expliquer, sur base de son hypothèse des courants de surface, il a été capable d'expliquer pourquoi un aimant génère un champ dipolaire comme celui-là. Voilà. Donc c'est assez clair. Pour Ampère, un aimant est un morceau de matière qui véhicule un courant à sa surface, un courant qui a une direction bien précise, bien entendu. Je mets ici la direction montante sur la face visible de l'aimant ici. Pourquoi? Parce que je sais que le champ magnétique obéit à la loi de Biot et Savart. Je mets mon pouce dans le sens du courant et je vois que le champ magnétique va sortir de l'aimant par là, comme c'est indiqué ici. Voilà. Donc, le sens du courant est forcément lié à l'orientation nord-sud de l'aimant. Voilà, donc le nord se trouve ici parce que le champ magnétique se trouve là.
Voilà, donc je peux appliquer la règle de la main droite ici aussi différemment. Je viens de te l'expliquer avec le pouce dans le sens du courant, mais je peux aussi mettre le pouce dans le sens du champ B, c'est-à-dire le pouce dans le sens du pôle nord. Si tu as un aimant à proximité qu'il est coloré rouge et noir, ou rouge et bleu bien souvent, si tu mets le pouce dans le sens du pôle nord, c'est-à-dire du côté rouge de l'aimant, eh bien tes doigts indiqueront le sens de circulation du courant tel que proposé par Ampère. Voilà, alors cette petite règle de la main droite, elle est bien pratique pour savoir dans quel sens tourne le courant à la surface d'un aimant. Tu mets le pouce dans le sens du pôle nord, tu auras le sens de circulation de l'aimant, du courant de l'aimant. Voilà, alors cette petite règle va aussi nous servir à analyser le comportement des aimants lorsqu'on les met en interaction. Et tu vas voir que Ampère a réussi à expliquer pourquoi, par exemple, deux aimants de même orientation s'attirent. D'après les scientifiques de l'époque, si les deux aimants s'attirent, c'est parce qu'on a un pôle sud ici, à proximité d'un pôle nord, une charge négative, à proximité d'une charge positive. Deux charges opposées s'attirent, exactement comme en électricité. C'était ça l'explication de l'époque. Mais Ampère balaye tout ça d'un revers de la main et il dit que cette attraction est tout simplement due au fait que quand on a deux aimants de même orientation, eh bien on crée deux courants parallèles de même direction. Je prends ma petite règle de la main droite, je mets le pouce dans le sens du champ magnétique, je sais que c'est par là que circule le courant. Si j'ai la même orientation avec le pôle nord dans la même direction, j'ai donc bien le même courant. Même orientation d'aimant, forcément, même courant. Et je me retrouve donc ici avec deux courants de même orientation. Et donc, si j'ai deux courants de même orientation, je sais que j'aurai attraction. C'est aussi simple que ça. Ampère n'avait pas besoin du champ magnétique pour expliquer ça. Il avait fait son expérience, il savait que des courants de même sens s'attirent, et il pouvait donc très facilement expliquer pourquoi deux aimants s'attirent. Quand ils ont la même orientation, deux aimants s'attirent parce qu'ils ont des courants de même sens. Voilà, et ceci fonctionne aussi bien sûr pour les grands aimants. Ici, j'ai deux nappes de courant qui ont la même direction, deux courants de même direction, de même sens, s'attirent tout simplement. Voilà, et bien sûr, maintenant je peux inverser l'aimant ici et expliquer pourquoi on a une répulsion. Passons d'abord sur l'explication qu'on avait donc au 19e siècle, au début du 19e siècle, avant Ampère, on pensait que ces deux aimants se repoussaient parce qu'on a deux charges de même signe à proximité l'une de l'autre. Et deux charges de même signe se repoussent. Et c'est pourquoi ces deux aimants ont tendance à se séparer. Voilà, alors, bien sûr, quand on retourne l'aimant comme ceci, on va aussi retourner les courants. Bien entendu, voilà, c'est très simple. Ici, j'ai le courant qui est donné par la règle de la main droite en mettant le pouce dans le sens du pôle nord. Même chose ici, je mets le pouce dans le sens du pôle nord, j'ai le courant et je vois bien sûr que le courant est opposé à celui-là. Je vais retourner cet aimant ici, le courant qui descend ici va se retrouver ici devant, bien sûr. Et cette fois-ci, je suis dans le cas de figure ici des courants opposés. Les courants de sens opposé se repoussent, et donc plutôt qu'une force attractive, c'est bien une force répulsive que j'ai. De même pour les aimants, si je retourne cet aimant ici, je vais avoir une répulsion parce que j'ai bien des courants opposés, de sens opposés. Voilà, tu comprends maintenant pourquoi Ampère a proposé qu'un aimant est un simple objet qui véhicule un courant dans un sens bien déterminé, un courant de surface qui a un sens bien déterminé, qui va donc donner une certaine orientation au champ magnétique généré par cet aimant. Voilà, c'est une explication qui ne nécessite absolument pas l'existence de pôles magnétiques. Tu es d'accord? Je n'ai pas besoin de charge magnétique pour expliquer ça. Le courant seul permet d'expliquer qu'on va générer un champ magnétique. Ampère, ici, fait une proposition qui n'a absolument rien à voir avec ce que pensait le monde scientifique à l'époque. Depuis le XIIIe siècle, on pensait que les aimants généraient un champ magnétique parce qu'ils renfermaient des monopôles magnétiques opposés. Ça faisait 5 siècles qu'on pensait ça. Et puis Ampère vient avec une proposition tout à fait nouvelle, tout à fait novatrice. Voilà, tu peux imaginer le chamboulement que ça a créé dans le monde scientifique. C'est à ça, bien sûr, qu'on mesure tout le génie d'Ampère.
Alors voilà, Ampère avait-il raison ou pas? Qu'est-ce qui lui a pris de proposer ce courant? On l'a vu maintenant. Ce qui l'a motivé à proposer ce courant, c'est que ça permettait d'expliquer qu'un aimant génère du champ magnétique, et ça permettait d'expliquer comment les aimants interagissent entre eux. C'était parfait. C'est donc logique qu'il ait proposé ça. Le problème, c'était de l'expliquer, et ça, il n'a pas réussi à le faire. Il a fallu attendre plus de 100 ans pour expliquer qu'effectivement, il y a des courants de surface à la surface des aimants. Et ça, peut-être que tu comprends, tu entrevois peut-être pourquoi il y a du courant à la surface d'un aimant. C'est tout simplement parce que la matière est faite d'atomes. Et qu'est-ce qu'un atome? C'est un noyau autour duquel gravitent des électrons. Ceci est un atome d'hydrogène, il n'y a qu'un petit électron. Mais ça me suffit pour te montrer qu'un électron qui gravite comme ceci, c'est une charge en mouvement, exactement comme les molécules d'électricité ici d'Ampère qui sont en mouvement pour créer un champ magnétique. Et donc j'ai bien un courant qui est capable de générer un champ magnétique, en tout cas selon Ampère. Et donc voilà, c'est ça l'origine du courant de surface des aimants. Et c'est donc ça l'origine du champ magnétique généré par les aimants. Tu mesures ici tout le génie d'Ampère, il a deviné ça plus de 100 ans avant que le monde scientifique n'en ait la preuve. On voit ici que Ampère est vraiment un scientifique de toute grande classe. J'espère que tu apprécies la valeur de ces raisonnements comme moi. Voilà, c'est ici que cette séquence se termine. Je te remercie pour ton attention et te dis à très bientôt, notamment pour l'explication ici de comment les atomes s'organisent pour créer ces courants de surface. Voilà, à très bientôt.